la question de la littératie, qui est un terme introduit récemment dans le paysage scolaire, nous amène à réfléchir un peu à ce que c'est que la compréhension et peut-être à dépasser une représentation que l'on a ordinairement de la compréhension comme étant le résultat de l'application d'un certain nombre de processus cognitifs. En fait, si on regarde ce qui se passe dans le monde extrascolaire, on s'aperçoit que la compréhension est le fruit d'un travail d'interprétation. Alors les relations entre compréhension et interprétation sont... il y a en quelque sorte trois modèles. Le modèle traditionnel, où d'abord on comprend et ensuite on interprète en allant chercher des grilles extérieures à son activité de lecteur. Donc on va chercher une grille psychanalytique, on va chercher une grille marxiste pour venir en quelque sorte enrichir la compréhension. Mais quand on travaille avec des enfants, on s'aperçoit que la compréhension, elle n'est pas donnée tout de suite et qu'il y a en quelque sorte une étape avant la compréhension. Et voilà pourquoi Catherine Tauvron, elle avait un modèle en trois étapes. Une première étape qui est ce travail préparatoire à la compréhension, une seconde étape qui est la compréhension, et une troisième étape qui est de nouveau un travail en plus de la compréhension qui va venir enrichir la compréhension. Quand on travaille avec une classe autour d'un débat interprétatif, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent, parce qu'on va avoir un premier lecteur qui a compris ceci d'un texte, un second lecteur qui a compris cela, et qu'en fait il y a un point d'intersection, et que c'est ce point d'intersection sur lequel ils peuvent se mettre d'accord, qui peut s'élargir au cours d'un débat interprétatif, c'est ce point d'intersection qu'on va appeler la compréhension. Alors, il y a plusieurs points qui sont liés à ça. Tout d'abord, il faut bien se dire que la compréhension, en quelque sorte, c'est le fruit de la recherche d'un point de lisibilité. En quelque sorte, si je regarde une œuvre résistante, et les œuvres résistantes qu'on fait lire aux enfants, les œuvres qu'on fait lire aux enfants sont des œuvres résistantes pour qu'ils puissent apprendre justement à comprendre, eh bien, il faut tourner un peu autour, recadrer, refaire d'autres hypothèses, aller mobiliser d'autres savoirs qu'on n'avait pas d'abord mobilisés pour arriver à trouver un point à partir de quoi je vais pouvoir intégrer tous les éléments qui sont les éléments du texte. Et là, ça serait bien qu'on voit les deux images que j'ai préparées. Alors, il s'agit bien sûr d'un travail visuel, mais on voit dans la première image, on voit une forme qui n'est pas bien interprétable du point de vue d'où est prise la photographie. Mais si on prend la photographie d'un point de vue spécifique, alors on voit parfaitement quelle était l'intention de ce dessin. De la même façon, une œuvre complexe, si je trouve le point à partir duquel je peux intégrer tous les éléments, alors je comprends quel était le sens de cette œuvre. Mais dans ce troisième modèle de l'interprétation, qui est en quelque sorte le point d'intersection de toutes les lectures, on voit bien le poids de la lecture des autres. Et il y a quelque chose qui est souvent sous-exploité dans les classes, qui est de confronter ce que les élèves comprennent au témoignage de la lecture d'autres lecteurs extérieurs à la classe, et en premier lieu à la lecture des dessinateurs. Les illustrateurs sont des lecteurs du texte et ils ont une interprétation du texte. L'illustration d'un texte est le témoignage de la lecture qui a été opérée par l'illustrateur. Surtout quand on tombe sur des ouvrages qui ont été illustrés par deux illustrateurs différents. Je pense au Chat de Tigali, par exemple, qui a été illustré par Vincent Descotil avec des images très tragiques, et par André Julliard, qui a au contraire une illustration très lénifiante et qui du coup va mettre l'accent sur une lecture beaucoup plus idéologique du texte du Chat de Tigali et beaucoup moins tragique. Ce travail sur l'interprétation, cette autre façon de voir les relations entre l'interprétation et la compréhension renvoie aussi au problème de l'évaluation et de l'évaluation de la question de l'auto-évaluation. Comment est-ce qu'un élève peut évaluer que lui-même, il a compris le texte? Il va le faire
essentiellement à partir de ses habitudes de lecture. C'est parce qu'il a déjà une histoire de lecteur, parce qu'il a déjà l'habitude d'avoir trouvé le sens d'un certain nombre d'œuvres, c'est pour cette raison-là qu'il va pouvoir savoir si de cette nouvelle œuvre qu'il est en train de lire, s'il en tire les mêmes bénéfices ou pas les mêmes bénéfices des œuvres précédentes. S'il n'en a pas tiré les mêmes bénéfices que des œuvres qu'il a déjà dans sa mémoire, alors eh bien, ce travail de recherche de la lisibilité, il est encore à poursuivre. Il est encore à poursuivre tant que le lecteur a espoir d'un gain, bien sûr. Si l'œuvre est trop difficile, l'enfant, le lecteur, va renoncer. Cela veut dire qu'il faut donc aussi réfléchir à une sorte de progressivité dans les apprentissages et dans ce qui est requis par les œuvres. Et il faut sans doute penser à imaginer une histoire de lecteur depuis la maternelle jusqu'au CM2, et en particulier sur des points qui sont particulièrement cruciaux. Par exemple, la question de la règle fictionnelle, de la relation qu'il y a entre le texte représenté, le monde représenté par le texte, et puis le monde tel que l'élève peut le connaître. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, par exemple, que le travail sur des livres comme Il neige en maternelle, qui pose la question de l'indécidabilité, est-ce que le monde représenté est le monde du narrateur ou simplement d'un des personnages, va être une propédeutique aux histoires de rêve, des histoires où il y a un petit personnage qui s'endort, mais ça n'est pas dit au lecteur, et il va falloir que le lecteur l'imagine, l'identifie, que c'est tout d'un coup un monde onirique. Et c'est préparatoire aussi à la lecture au CM de textes plus fantastiques ou d'albums fantastiques, où il y a tout un jeu sur la question de la règle fictionnelle, où la règle fictionnelle est réinterrogée de façon esthétique. La lecture d'œuvres pensées ainsi peut amener à des bénéfices qui sont des bénéfices essentiels à la construction de l'esprit humain. C'est l'expérience de l'abduction, l'expérience du fait de faire des hypothèses sur une règle dont on se demande si elle est attestée en dehors ou non de l'expérience de lecture qu'on est en train de vivre. Et d'autre part, et donc d'endurer en quelque sorte ce doute et cette capitalisation sous bénéfice d'inventaire. Et d'autre part, l'expérience non moins importante de l'altération, c'est-à-dire la lecture demande à ce que le lecteur fasse en lui-même la place de la parole d'un autre. Et dans cette expérience-là, le lecteur peut en ressortir un peu autre de ce qu'il était avant l'expérience. Parce que de la parole de l'autre, il va pouvoir retirer une modification et de ses représentations et même de sa langue.